Le commandant Cousteau attend son navire, la Calypso, qui entre dans le port de Monaco. À la veille d'une importante expédition, il se prépare à lancer un nouveau défi au mystère et aux dangers de la mer. Attention, j'ai vu une gerbe à gauche. Ah, derrière vous à droite, là. Ah. Avec l'équipe de la Calypso, nous entreprendrons une série de voyages d'exploration et de recherche dans toutes les mers du globe. Par tous les moyens, nous chercherons à protéger de magnifiques créatures menacées d'extinction par les baleiniers. Nous étudierons le comportement de tous les animaux marins que nous rencontrerons. Nous essaierons aussi de retracer l'histoire des océans grâce à des fossiles qui datent de plusieurs millions d'années. Dans des cages en plexiglas, nous filmerons la vie marine. Elle vit tantôt sereine, tantôt sauvage, toujours magnifique. Nous explorerons les cimetières de la mer où dorment les navires engloutis. Et les trésors de la connaissance valent bien l'or des épaves. Chaque fois que nous plongeons, que nous pénétrons dans la mer, nous apprenons quelque chose de nouveau. Jamais nous n'avons été aussi bien équipés pour observer, pour apprendre, pour exploiter scientifiquement nos découvertes. Notre enquête nous mènera au cours des ans à affronter les dangers et à révéler les splendeurs de la mer. Les requins ont la réputation d'être des fauves redoutables. Et c'est loin d'être toujours vrai. Il existe des requins des sables, des roussettes, des requins nourrices ou léopards, parfaitement inoffensifs. Mais une morsure de requin de pleine eau, qu'elle soit accidentelle ou le résultat d'une attaque, est toujours grave, parfois mortelle. Les espèces actuelles de requins n'ont guère évolué depuis 180 millions d'années. Mais les plus vieux fossiles de requins qui ressemblent plus ou moins à ceux d'aujourd'hui datent de 450 millions d'années. Ces superbes créatures sont loin d'être primitives. Certaines espèces, vivipares, ont même inventé le placenta bien avant l'apparition des mammifères. Au musée océanographique de Monaco, je trouve dans mon courrier de nombreuses lettres me demandant « Quand vous rencontrez des requins en plongée, que faites-vous » Je n'ai pas de réponse précise à cette question. Il existe de nombreuses variétés de requins et chaque espèce se comporte d'une façon très différente selon des influences que nous connaissons mal. Les requins sont des tueurs, comme tous les prédateurs. Ce sont des poltrons, mais ils peuvent se transformer instantanément en furieux combattants.
Ils sont puissants, mais fragiles. Toujours affamés, mais vite rassasiés. Ce qui les rend redoutables, c'est leur mâchoire, garnie de plusieurs rangées de dents tranchantes comme des rasoirs. Cette dent, par exemple, appartenait à un grand requin d'une espèce dangereuse existant de nos jours. Mais des dents similaires, beaucoup plus grandes, peuvent être trouvées dans des terrains sédimentaires. Ce sont des dents fossiles ayant appartenu à des requins gigantesques dont l'espèce a disparu il y a bien des millions d'années. Les plongeurs peuvent rêver à des monstres pareils qui ressemblaient probablement à cette maquette. Nous avons beaucoup de chance que de telles créatures n'existent plus de nos jours. Dans le port de Monaco, la Calypso est prête à appareiller. Le commandant Cousteau l'amènera autour du monde à la découverte des secrets de la mer. L'équipement et les hommes sont à bord. La famille princière de Monaco amène le dernier membre de l'équipage qui deviendra la mascotte de la Calypso, le chien Zoom. Cette odyssée commence comme toutes les aventures de mer par une manifestation de joie contagieuse. Mais il s'agit d'une odyssée moderne, une exploration de 5 ans à travers des pays sous-marins qui sont pour l'homme les derniers espaces vierges. Passant de la Méditerranée à la mer Rouge, puis dans l'océan Indien, la Calypso contournera l'Afrique, traversera l'Atlantique pour se rendre en Amérique du Sud, puis dans le Pacifique, par le canal de Panama. « 10 mars. La Calypso est en route pour une petite île de la mer Rouge où nous pensons trouver des requins. Il rate 3 maillons, Serge. Ok. C'est prêt, ça va aller, Paul? C'est prêt, comment ça va? Voilà. Pour ces 400 tonnes, le navire ne compte que 28 hommes. Chacun doit exercer plusieurs métiers. Des plongeurs comme Bernard Mestre et Roger Chopian sont également photographes et mécaniciens. D'autres plongeurs sont ingénieurs ou biologistes, archéologues ou navigateurs. À bord, il n'y a ni règlement ni uniforme. Nous portons seulement le bonnet rouge, qui est la coiffure traditionnelle des scaphandriers. On descend en bas avec un morceau de poisson. On n'a pas. On est mis... Chaque plongée est étudiée d'avance, afin que Philippe Cousteau, le metteur en scène, et Canoë, le chef plongeur, puissent coordonner les prises de vue. Les plongeurs sont expérimentés mais très jeunes. Les séjours prolongés sous la mer demandent beaucoup d'endurance. Nager avec le cage de l'endurance. Cousteau a conçu un équipement révolutionnaire pour les plongeurs de la Calypso. Carénage hydrodynamique, lampe fixée sur le casque pour les plongées de nuit, détendeur sur la poitrine pour faciliter la respiration au cours de travaux sous-marins et téléphone par sonar ou par radio qui permet aux plongeurs de communiquer entre eux et avec la Calypso. C'est le scaphandre autonome Cousteau gagnant que porte Serge Foulon qui a vraiment ouvert à l'homme le monde des profondeurs. Ces plongeurs ont passé des milliers d'heures dans l'eau et pourtant, au pays des requins, tous ressentent une certaine appréhension. Pour gagner du temps, les plongeurs utilisent un toboggan pour entrer dans la mer.
Le dernier à descendre est l'opérateur, Philippe. Nous nous mettons à la recherche des requins. Nous ne savons pas d'où ils vont sortir, ni ce qui les attirera le plus. Mais nous pensons que des poissons en train de manger créeront des ondes de pression qui ne tarderont pas à attirer des requins. Les plongeurs sont venus en amis. Les poissons mangent dans leurs mains, prennent de l'assurance, et bientôt Foulon et Ruiz sont débordés. Ce requin, le Carcharinus à pointe blanche, n'a pas très bonne réputation. Par prudence, un débordoir à requin est accroché au scaphandre. C'est une arme défensive qui permet aux plongeurs de tenir la bête en respect. Pour éviter d'être surpris par derrière, Foulon et Ruiz, dos à dos, coordonnent leur défense. Avec le moins de gestes possible, pour ne pas éveiller l'intérêt du requin, ils commencent la remontée. Mauvais moment, car dès qu'ils ont quitté le fond, un squale pourrait les attaquer par en dessous. Avec les requins, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. C'est avec soulagement que nous voyons Foulon, Ruiz et Philippe revenir sur le pont. Nous savons maintenant que l'endroit est propice. C'est donc ici que nous organiserons nos expériences les plus décisives. Le commandant Cousteau a invité à bord de la Calypso une spécialiste des requins. Le docteur Eugénie Clark, ichthyologiste, fondatrice d'un laboratoire marin en Floride, est mondialement connue. Elle est venue pour faire des observations et des expériences sur les requins en pleine mer. Cousteau explique qu'il a rencontré un requin à pointe blanche qui atteignait près de 4 mètres de long. Le docteur Eugénie Clark fait remarquer que les petits requins sont tout aussi agressifs. Philippe Cousteau pense quant à lui qu'ils sont même plus redoutables. Philippe, dit son père, a une spécialité. Quand il plonge, il se retrouve avec un requin sous chaque bras. Mais, dit Philippe, quand les gens parlent d'un petit requin, c'est déjà une bête qui a une gueule plus grande que celle de n'importe quel chien. Un chien de cette taille fait peur. Pourtant, il n'est capable que de mordre, alors qu'un requin de la même taille peut arracher une bonne demi-livre de viande. 25 mars. Les expériences commencent. La plupart des spécialistes estiment que les requins sont attirés par le sang. Mais s'il n'y a pas de sang, qu'est-ce qui leur révèle une présence étrangère? La vue ou l'ouïe?
Ne nous apitoyons pas sur ce plongeur mutilé, c'est Arthur, un simple mannequin. Nous cherchons à savoir pourquoi les requins attaquent. Nous avons commencé nos expériences avec un Arthur bourré de chiffons. Il a l'aspect d'un plongeur, mais pour les requins, il lui manque quelque chose. Puisque la vue n'a pas motivé d'attaque, nous essaierons l'odorat. Cette fois, nous avons rempli Arthur de poissons. Mais l'animal est toujours prudent. Son cerveau analyse toutes les données de la situation avant d'agir. Il rôde autour d'Arthur. Il se méfie. Il est sûr maintenant que sa victime ne peut pas lui échapper. Il s'est décidé enfin. Rapide comme l'éclair, il a déchiré une jambe. Il est temps de remonter Arthur. Dans un instant, il ne resterait plus rien. C'est cette prudence au service de l'efficacité qui a permis à l'espèce de survivre pendant tant de millions d'années. Aujourd'hui, nous commençons l'une de nos observations les plus importantes, suivre les déplacements des différentes espèces de requins. Sont-ils sédentaires? Vont-ils d'île en île ou même d'océan en océan en parcourant de longues distances? Le récif Calypso. Un Calypso va mouiller là, ça marée, et c'est dans cette région-ci qui est infestée. Installés près d'un récif, les plongeurs vont tenter de marquer une grande variété de requins, ce qui permettra de les reconnaître et de noter leur migration. Le chef plongeur canoë distribue les rôles. Ruiz procédera au marquage, protégé par Foulon. Et Philippe photographiera. Il est essentiel que la marque soit placée à un endroit qui ne blesse pas le requin et qui ne le gêne pas dans ses mouvements. Ce point se situe à la base de la nageoire dorsale. C'est là que ça tient le mieux. Alors canoë, montrez-nous quels sont les dispositifs de marquage qu'on a à bord. Pour marquer les requins, les plongeurs se servent, suivant le cas, de longues lances ou de courtes dagues. La pointe barbelée avec son étiquette de plastique rouge est placée à l'extrémité de la lance. Cette pointe détachable doit pénétrer dans la peau du requin, une peau très dure, rendue rugueuse par une multitude de dents minuscules. L'étiquette rouge indique la date et le lieu du marquage. Il est demandé à celui qui la trouve de l'adresser au musée de Monaco. Pour le marquer d'un coup sec dans cette région-là. Ça a cassé, mais ça y est. Oui. Alors, avec l'autre, c'est la même chose. Très important. Hein? Allez. Au boulot. Les plongeurs, pendant le marquage, travaillent près de la surface. Ils sont donc plus vulnérables. En cas de danger, ils pourront se replier dans des cages anti-requins. Le Blue Whaler aux peaux bleues est l'un des plus beaux requins. Il suit les troupeaux de baleines, il s'en prend à celles qui viennent de naître, qui sont malades ou sans défense. Dans la mer où filtre le soleil de l'après-midi a commencé un simulacre de course de taureaux. L'un après l'autre, des requins de diverses espèces viennent à proximité d'un plongeur qui attend le bon moment pour placer ses banderiers. C'est une corrida sans cap et sans mise à mort, mais elle est tout aussi angoissante et elle exige la même maîtrise de soi.
Le soir, le pont avant se transforme en salle de projection. Les films qu'on passe ont été pris au cours du voyage, développés rapidement et récupérés à une escale. Un mérou géant pesant plus de 125 kg a été filmé par les plongeurs de la Calypso alors qu'ils exploraient une épave. Le mérou était entouré de centaines de poissons pilotes. Spectacle qui a de quoi surprendre car on a longtemps pensé que les poissons pilotes n'accompagnaient que les requins. L'équipe de la Calypso a prouvé qu'ils suivaient également les plongeurs. On s'est même aperçu que les poissons pilotes nagent devant la Calypso pendant des journées entières. Le mythe du poisson pilote remonte à l'Antiquité. On croyait que ces poissons conduisaient le requin vers sa proie et qu'en retour, ils avaient droit à la protection de leur formidable maître. Une belle histoire, mais inexacte. En fait, le poisson pilote se nourrit des restes de ce que mange le requin. Et s'il ne court pas de danger dans un pareil voisinage, c'est parce qu'il est trop agile pour que le requin l'attrape ou trop petit pour le tenter. Refais ta boucle peut-être quand même. 10 juillet. La chaleur en mer Rouge atteint 40 degrés dans la journée. Mais la mer est très claire et les conditions de tournage sont excellentes. Aujourd'hui, nous allons pêcher le requin pour vérifier si les marquages ont réussi. Foulon a observé que les requins déjà marqués étaient les plus audacieux et les plus curieux. Ce sont donc eux qui se montreront les premiers. La hardiesse qui les a poussés à s'approcher suffisamment pour être marqués les fera mordre à un appât. Le bruit et l'odeur alertent le squale. Paradoxalement, ce formidable mangeur n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. Il peut vivre plus d'1 mois sans rien avaler. Sans aliments, il cessera de grandir, mais il survivra. Ce tueur est fragile. Son squelette est cartilagineux. Mais blessé mortellement, il peut nager encore pendant des heures. C'est dans un certain temps, lorsque les étiquettes seront récupérées, que l'on pourra tirer les conclusions les plus intéressantes du marquage. Commandant, cette banderie était sur le dos du requin que nous allons capturer. C'est ça qui était dans le requin. 014. Numéro 014. Hein? Eh bien, on va essayer de trouver la date. Là, ça fait juste 3 semaines. Par conséquent, pendant 3 semaines, ce requin est resté là. C'est un requin sédentaire. C'est pas un requin du large. Merci, Canal. Il faudra recueillir de nombreuses étiquettes pour commencer à comprendre les déplacements des requins. C'était le 8 mai. Ce jour-là, nous avons rencontré une très rare créature que j'avais vue seulement une fois en 30 ans. Un requin baleine. Et même ce monstre fut marqué de l'étiquette de la Calypso. C'est le plus grand de tous les requins. Celui-ci mesure 13 mètres de long et pèse probablement 20 tonnes. Malgré sa taille, c'est aussi le plus inoffensif. Il ne se nourrit que de plancton et de très petits poissons. Après une brève apparition en surface, il retourne dans son profond royaume que nous ne connaissons pas encore.
20 août. Un mois de tempête de sable a troublé l'eau et rendu le tournage difficile. Mais c'est fini maintenant, et nous allons retourner vers les eaux fréquentées par les requins. Le docteur Eugénie Clark poursuit avec nous ses études sur les possibilités sensorielles des requins. Pour cela, il a mis au point et essayé en aquarium un procédé ingénieux qu'il va mettre à l'essai en pleine mer, avec l'aide des plongeurs de la Calypso. En utilisant conjointement des panneaux où sont tracées des rayures de couleur, des appâts et un signal sonore, il sera possible d'évaluer l'importance relative de la vue, de l'ouïe et de l'odorat dans le comportement des requins. Au large des îles Swakeen, les plongeurs qui collaborent avec le docteur Clark, Foulon, Templier et le docteur François vont placer les panneaux 2 par 2, l'un rayé verticalement, l'autre horizontalement. On estime que la faculté d'apprendre est chez les requins à peu près la même que chez les rats domestiques. Si c'est exact, il devrait être possible de les habituer à venir chercher leur nourriture d'après des repères visuels. Un poisson est fixé au panneau rayé horizontalement. Quand le requin mord à l'appât, un plongeur produit un signal sonore pour confirmer au requin qu'il a choisi le bon panneau. Spontanément, ce serait le panneau rayé verticalement qui attirerait le requin, peut-être à cause de la structure de ses yeux ou parce que beaucoup de poissons portent des rayures verticales. Mais après avoir tourné prudemment autour du panneau rayé verticalement, le requin finalement saisit la proie sur le panneau aux lignes horizontales. De nouveau, le requin examine d'abord le panneau rayé verticalement, avant de chercher sa nourriture sur celui qui est rayé horizontalement. Au bout de plusieurs semaines d'entraînement, on supprimera l'appât et le requin continuera à réclamer sa nourriture en venant heurter le panneau au ray horizontal. L'autre élève a bien appris sa leçon. 12 septembre. Une énorme cage couverte de dômes en plexiglas a été montée par les mécaniciens de la Calypso. L'équipe la nomme le squaloscope. Il s'agit d'un engin conçu spécialement pour observer l'effet des narcotiques sur les requins. Apparition insolite, le squaloscope descend dans une mer tranquille. La vie pourra continuer autour de lui, à travers lui. Seuls les requins seront retenus à l'intérieur. Travaillant en équipe, Foulon et Canoë installent leur piège. Un morceau de poisson au bout d'une longue ligne est placé devant la cage. Dès qu'un requin a mordu à l'appât, il est tiré à l'intérieur. Quand il est dans la cage, Foulon ferme la porte en plexiglas, emprisonnant le requin dans le squaloscope. Pour étudier de si près un requin vivant, il faut l'endormir. Pour la première fois, les plongeurs essaieront sous l'eau
un narcotique utilisé sur des ours ou des fauves par des chercheurs pour les marquer. Le MS-222 est injecté dans les branchies par une seringue géante. Le narcotique fera-t-il son effet pendant combien de temps? Il faut moins de 30 secondes pour que le produit agisse comme tranquillisant. Le requin, que Canoë appelle affectueusement Gargantua, est devenu momentanément docile. De nouveaux appâts attirent d'autres squales qui vont rejoindre Gargantua dans sa cage. Mais ce que l'équipe n'avait pas prévu, c'est qu'attirés probablement par les ondes de détresse émises par les animaux capturés, tous les requins des alentours se précipitent. C'est une horde excitée. Surpris, les plongeurs se serrent de plus en plus autour du squaloscope, tandis que se déchaîne la violence des requins mis en appétit. Quant à Gargantua, au bout de 10 minutes, il reprend apparemment une conduite normale. Le narcotique est efficace et inoffensif. Mais étaient-ce vraiment les ondes de pression émises par les squales, pris à l'hameçon, qui attiraient les autres requins? Un chaland en aluminium, équipé de caméras de télévision, est mis à l'eau afin de suivre les différentes phases de l'expérience. La caméra de télévision est couplée avec une caméra de cinéma. Depuis l'embarcation, on pourra aussi bien observer que filmer les événements. Que se passera-t-il si un poisson vivant, attiré par un appât, vient mordre à l'hameçon? Les ondes de détresse d'un poisson en danger suffisent-elles à déclencher l'attaque des prédateurs? Grâce aux cellules nerveuses disposées sur leurs flancs et sur leur tête, tout le corps d'un squale est un énorme appareil récepteur qui reçoit les infrasons, même à longue distance. Cette pêche à la traîne scientifique ne dure pas bien longtemps. Après une période de calme, un poisson se précipite, mord et se débat. Ce sont les vibrations de l'agonie. En moins de 2 minutes, un requin surgit, tranche net le fil d'acier, avale le tout et disparaît. L'expérience a révélé par l'image que dans la nature, un animal malade ou en danger est immédiatement éliminé. 18 septembre, nous avons dissipé de nombreux mythes. Nous sommes certains que le requin voit bien, qu'il a un odorat très fin et qu'il est extraordinairement équipé pour percevoir certaines vibrations. Habituellement, il hésite à attaquer un animal dont il ne connaît pas les réactions. Pourtant, il existe des centaines de témoignages prouvant que les requins s'en prennent parfois aux nageurs. Nous allons nous consacrer maintenant au problème de la protection contre les requins. Avec du poisson pour appât, Canoë fabrique un sandwich anti-requin. Pendant des années, on a cru que le produit le plus efficace était l'acétate de cuivre mélangé à un fort colorant. Un paquet de chasse-requins était remis aux aviateurs qui risquaient d'avoir à se poser en mer. Faute de mieux, c'était peut-être bon pour le moral. Mais il faut se rendre à l'évidence. De bon appétit, le requin avale le sandwich à l'acétate de cuivre qui devait le faire fuir. Essayons un système de protection basé sur un autre principe, isoler le naufragé du milieu marin. Tandis que Canoë veille à bord du Zodiac, un fusil à la main, Philippe Cousteau fait l'essai du dernier gadget de la marine américaine, l'abri anti-requin Johnson en plastique. À une couronne gonflable est fixé un sac qui isole l'odeur de l'homme et dissimule la forme de son corps. Cousteau surveille son fils qui garde en main un bout de sécurité, puis qui agite l'eau pour attirer les requins.
Il connaît de réputation l'efficacité de ce nouveau système, d'ailleurs très simple, mais il sait également que si un requin attaquait, le plastique ne résisterait pas à la force des coups et à ses dents acérées. Cousteau ordonne à Philippe de revenir à bord. Le requin le serre de trop près. Avec des plongeurs prêts à intervenir en cas de danger, Cousteau se hasarde à une expérience collective. 3 hommes flottant au milieu des requins. L'animal ne voit que des masses sombres et confuses. Il ne distingue ni jambes ni pieds à mordre et il ne peut pas percevoir l'odeur de l'homme. L'abri Johnson semble donc être aujourd'hui le moins mauvais des moyens de protection contre les requins. 8 octobre. Nous avons traqué les requins à travers la mer Rouge, le golfe d'Aden et l'océan Indien. Mais il nous reste encore à effectuer une importante expérience. Pendant le dîner à bord s'engagent des discussions à bâtons rompus. C'est un des rares moments de la journée où presque toute l'équipe se trouve réunie. Ce soir, les plongeurs, le docteur Clark et le commandant Cousteau discutent des problèmes de la plongée de nuit. Car il faut également observer les requins pendant la nuit pour étudier leurs réactions. La voracité des squales est extravagante, surtout la nuit. Il leur arrive de se jeter gueule ouverte sur un projecteur allumé. Si un d'entre eux avale quelque chose, tous les autres viennent au casse-croûte. Ils vont plonger au petit jour en utilisant des cages solidement renforcées. Ils sont munis de projecteurs puissants qui permettent les prises de nuit. On peut y aller, Georges? On peut y aller? À l'aube, pendant des heures, l'expérience angoissante se poursuit, attirant de plus en plus de requins aux alentours de la Calypso. Du poste de contrôle de la télévision sur la Calypso, Cousteau supervise les opérations. Oh là! Et il braque vers la gauche, attention. Grâce au téléphone sous-marin, il garde le contact avec les plongeurs. Certainement par la gauche. La cage arrive au fond. Un poisson est tiré à la flèche, ce qui augmente la nervosité de tous les squales et attire un acteur imprévu, un mérou de plus de 100 kilos. L'incident déclenche une explosion de folie. Tous les requins sont pris de frénésie. Les plongeurs font venir les requins près des cages en leur tendant des appâts pour continuer le marquage.
Cette fois encore, les requins qui se montrent les plus agressifs sont ceux qui ont déjà été marqués. Les plongeurs sont obligés de les chasser pour permettre aux autres d'approcher. Répète, Philippe, répète. Bien reçu, bien reçu. On peut distinguer sur l'écran l'étiquette des requins déjà marqués. This one, yes, sure. You see the label below the dorsal fin. It's not unusual. We have tagged almost 120 sharks since February. And I think that in this area about 1 out of 3 is already wearing a label on its So back. there's another one. Yeah. Et maintenant, le docteur Clark commence à s'inquiéter pour les plongeurs. Well, Are yes. they going in close to that cage? That one took the reflector. Allô, Serge. Est-ce que vous ne pensez pas que les requins deviennent un peu trop agressifs? À vous. Bon, compris. Compris. Les requins commencent à devenir trop nerveux, ils ont perdu leur méfiance. Ils passent même à travers les barreaux des cages. C'est le moment où la frénésie du sang et de la chair fraîche s'empare d'eux, ils sont ivres. Ça devient vraiment trop dangereux, il faut remonter les cages. Allô, Serge, Serge. Je vous entends bien, je vous entends bien. Nous allons vous remonter. Nous allons vous remonter tout de suite. Faites remonter les cages. Hein. Bien, commandant. Allô, plage arrière, remontez les cages. Voici donc terminée notre enquête sur les requins. 6 mois de travail, pendant lesquels nous nous sommes sentis plus d'une fois en danger. Les squales reviendront parfois nous visiter dans nos rêves. Et la plupart d'entre nous n'ont pu s'empêcher d'admirer leur puissance et leur élégance. Le requin est un fauve splendide, l'une des plus magnifiques créatures de la mer. Pour les hommes de la Calypso, l'aventure vient seulement de commencer. Dans la mer, tout n'est pas cruel ni sanguinaire. Il y a place aussi pour d'incomparables beautés. Le commandant Cousteau et ses plongeurs partent maintenant vers de nouvelles aventures et le prochain chapitre du journal de bord de la Calypso sera la jungle de corail.